On nous a vendu du rêve et on se réveille dans un cauchemar. Voilà la réalité de bon nombre d'entre nous. On nous a fait croire que l'on vivait dans un monde où la violence était une force, où le fait de parler fort, d'être vulgaire, était une marque de bravoure, était une médaille, alors que finalement, dans le réel, sur la durée, il n'en est rien. Et pire, dans la durée, cette culture de la vulgarité se retourne contre nous, devient le carburant de notre autodestruction. Si vous n'en aviez pas encore conscience, installez-vous bien, je vais vous en faire prendre conscience de façon rigoureuse. Oui, nous allons voir quelles sont les conséquences dans la vraie vie de la culture de la vulgarité, et notamment sur le terrain psycho-comportemental. Nous allons voir que la vulgarité est comparable à de l'acide. Elle détruit tout ce qu'elle touche. L'amour, le respect, la confiance. Donc installez-vous bien, générique. Je suis Ludovic Herman Wanda, écrivain, formateur en maîtrise du logos et du langage soutenu. Si tu estimes que je m'exprime relativement bien, que mes raisonnements sont relativement solides et que tu souhaites t'exprimer au moins aussi bien et maîtriser au moins aussi bien l'art de raisonner, je suis là pour toi. Par le biais d'un accompagnement sur mesure, tu obtiendras ce résultat. Alors, la vulgarité, de quoi s'agit-il ? Quand on écoute bon nombre de textes de rap, quand on observe bon nombre des films afro-américains, on mesure la place qu'occupe la vulgarité dans notre culture. Oh yeah, Mobb Deep. You wanna fuck with us? You little young ass motherfuckers. Don't one of you niggas got sickle cell or something. You fucking with me, nigga. You fuck around, have a seizure or heart attack. You better back the fuck up before you get smacked the fuck up. It's how we do it on our side. Fuck you and your motherfucking mama. We gonna kill all you motherfuckers. Now when I came out, I told you it was just about Biggie. Then everybody had to open their mouth with a motherfucker opinion. Well, this how we gonna do this. Fuck Mobb Deep. Fuck Biggie. Fuck Bad Boy as a staff, record label, and as a motherfucking crew. And if you wanna be down with Bad Boy, then fuck you too. Chino XL, fuck you too. All you motherfuckers, fuck you too. Je vais en V, puis ça me prend la tête, ça me gonfle. Je veux des lingots et puis une pute à côté de moi quand je ronfle. Et à l'école, il me disait de lire, il voulait m'enseigner que j'étais libre. Va te faire niquer, toi et tes livres. D'où vient-elle ? Quelle est son origine ? Et ensuite, comment a-t-elle obtenu ce statut glorieux ? Quel a été le processus de glorification ? Et enfin, quel est son rôle dans la culture de l'impulsivité, dans la culture de la violence qui, hélas, engloutit un trop grand nombre de nos relations ? C'est tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Commençons par le commencement. D'où vient la vulgarité ? Le concept de vulgarité, le mot. À en croire certaines de mes recherches, le mot, on le doit à l'aristocratie. Et tout particulièrement à une certaine Germaine de Staël, une aristocrate de renom, la fille d'un ministre puissant à la veille de la Révolution française, et qui a créé le concept de vulgarité pour décrire certaines attitudes, certains comportements qu'elle jugeait méprisables, condamnables, tout sauf aristocratiques. Et le terme vulgarité a pour synonyme impolitesse, manque de savoir-vivre, et j'en passe. En clair, être vulgaire, c'était tout le contraire qu'être noble. L'être humain respectable se devait de se tenir le plus éloigné possible des caractéristiques qui définissaient l'être vulgaire. Le parler vulgaire, le vêtement vulgaire, le comportement vulgaire. Donc ça suppose qu'il existe une hiérarchie dans les us et coutumes. Et une hiérarchie acceptée, validée par l'ensemble de la société. Et j'insiste sur cette dimension d'acceptation. Vous allez voir pourquoi dans quelques minutes. Elle tient son importance. Bien que l'attitude vulgaire existe quasiment depuis que les humains existent, ou du moins depuis que les hiérarchies sociales existent,
depuis tout particulièrement que les monarchies existent, partant de l'idée que à la tête d'une monarchie se trouve une aristocratie et que cette aristocratie est censée être légitime, et légitime pas simplement par son statut, légitime par sa supériorité. Cette supériorité se traduisant par une supériorité linguistique, une supériorité comportementale. En clair, de tout temps, l'aristocratie a fait reposer son statut sur un comportement, sur un savoir-être que ne possédait pas le peuple. C'est cette réalité dichotomique qui a permis à Pierre Bourdieu de rédiger son fameux ouvrage « La distinction ». De tout temps, dans toutes les sociétés hiérarchiques, une distinction sépare la société en deux. Certains parleront de clivage. Une distinction qui ne se limite pas à une dimension sociale. Ce n'est pas uniquement les riches d'un côté et les non-riches de l'autre. C'est d'abord et avant tout les aristocrates d'un côté et les non-aristocrates de l'autre. Et ces derniers se reconnaissent par un certain nombre de codes. Et du côté du peuple, au sens large, ce dernier se caractérise par le non-respect de ces codes. Maintenant, on a observé, au détour des années 60-70, particulièrement aux États-Unis, une forme de retournement du stigmate. Subitement, ce qui était d'abord présenté comme une marque de mépris, voire même une insulte, être qualifié de vulgaire, s'est transformé en qualité, s'est transformé en vertu. Et ce phénomène, ce retournement du stigmate, s'est opéré du côté des Afro-Américains, par l'intermédiaire notamment de nouveaux artistes qui ont marqué une rupture avec les artistes qui les ont précédés, les Marvin Gaye, les Sam Cooke, les Nat King Cole, qui incarnaient une forme de docilité ou d'acceptation à l'endroit des codes imposés par la société américaine. Eh bien, une rupture a été marquée d'abord politiquement avec l'avènement des Black Panthers, et rupture qui s'est traduite par une coupe de cheveux affichée, affirmée, une coupe afro, par le port des vestes en cuir qui tranchaient avec le costume cravate d'un Martin Luther King, et qui s'est poursuivie par une idéologie, le communisme. Donc cette rupture presque civilisationnelle, en tout cas politique, incarnée par les Black Panthers, s'est ensuite poursuivie dans les veines d'une nouvelle jeunesse, issue en particulier des ghettos. Et cette rupture a été portée par les nouveaux artistes, porteurs d'une nouvelle forme artistique, musicale en particulier, le rap. Et tout précisément, le rap hardcore. C'est le groupe NWA, Negro with Attitude, qui a surgi au devant de la scène, portant haut cette vulgarité jusque-là décriée, et notamment à travers ce titre « Fuck the Police », titre révolutionnaire s'il en est. Ce groupe, enveloppé d'un charisme indéniable, a rempli d'admiration le cœur de toute une génération. Voilà comment ce qui était un symptôme d'une mauvaise éducation est devenu la marque d'une affirmation de soi. Et cette vulgarité s'est ensuite poursuivie, toujours dans ce courant musical, le gangsta rap. On est passé de NWA à Tupac, à Chief Keef, et j'en passe. Et parallèlement à cela, on a également vu cette culture de la vulgarité s'introduire dans le cinéma. Il suffit de voir New Jack City, Boys in the Hood, Menace to Society, et toujours rattaché au ghetto. Mais pas que. Et c'est là où ça devient pernicieux pour nous autres afros. Progressivement, cette culture de la vulgarité est sortie du ghetto pour toucher les classes moyennes, en tout cas dans l'imaginaire collectif, comme en attestent les films de Tyler Perry. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Tyler Perry est assez décrié aux États-Unis, dans la mesure où il met en lumière un visage des Afro-Américains qui n'est pas très reluisant, qui est même, je dirais, honteux. Le problème, c'est que ces critiques n'ont eu que très peu d'effet, étant donné que, à l'échelle de la population, voyant le succès d'un bon nombre de gangsters rappeurs, succès matériel, toute une jeunesse s'est identifiée à ce succès, a idolâtré, s'est projetée à travers ces figures qui incarnaient, dois-je le rappeler, une figure d'affirmation. Les Afro-Américains sont passés de la figure de Oncle Tom, qui baisse la tête devant le pouvoir dit blanc, à Tupac, à Snoop Dogg, qui eux bombent le torse et lèvent la tête en disant « fuck », en affichant une certaine virilité. Donc la vulgarité est apparue comme
un point levé, comme le symbole de l'affirmation de soi. Mais si ça ne se limitait qu'à cette dimension politique, oppositionnelle, face au pouvoir en place, face à la majorité oppressante, nous dirions pourquoi pas. L'ennui, c'est qu'il n'en a rien été. La vulgarité ne s'est pas limitée à une expression de l'affirmation de soi. Loin des caméras, elle s'est prolongée dans le quotidien. Et elle s'est traduite par une culture de l'impulsivité. Quand on étudie maintenant de façon linguistique celles et ceux qui ont recours à la vulgarité, on s'aperçoit que ce sont les mêmes qui sont frappés par un déficit linguistique. Ils ont peu de mots. Et le recours à la vulgarité ne leur sert pas uniquement à exprimer une certaine affirmation d'eux-mêmes, mais également à exprimer des contrariétés. Donc la vulgarité est venue aussi servir de porte-voix aux émotions, dès lors que le langage émotionnel a fait défaut. Et il faut bien s'attarder 2 secondes pour comprendre les effets dévastateurs de cette spécificité. Étant donné que celui qui reçoit un mot vulgaire, une insulte, qui n'est peut-être que l'expression, pour celui qui la prononce, d'une irritation, d'une colère, d'une exaspération, en la recevant, il ne l'interprète pas comme l'expression d'une émotion. Il l'interprète comme la marque d'un manque de respect. Et voilà comment s'opère la glissade entre l'émetteur et le récepteur. D'une expression d'irritation, on la reçoit comme l'expression d'un manque de respect, laquelle appelle, dans un environnement codé, à une réaction. Et cette réaction, c'est soit une autre insulte, soit un acte violent physique. Quand vous êtes millionnaire, milliardaire, un homme du ghetto vous insulte, vous pouvez poursuivre votre chemin. Ce n'est pas votre univers. À l'inverse, quand vous évoluez dans cet univers, vous ne pouvez pas poursuivre votre chemin, faute de quoi votre réputation sera entachée. Vous ne pourrez plus serrer la main de qui que ce soit sans être méprisé. Et voilà comment la vulgarité enferme celles et ceux qui baignent dans cet univers dans la culture de la réactivité physique. On t'insulte, on s'exprime à ton endroit de façon vulgaire, tu dois réagir avec violence. Voilà comment s'est mis en place l'escalade de la violence au sein du ghetto. Et comme en prime, le port d'armes est autorisé, eh bien cette escalade de la violence a donné lieu à des exécutions, en veux-tu, en voilà, avec pour mec de l'autodestruction, Baltimore. Le taux de meurtre qui frappe la communauté afro-américaine est démesuré. Et le point de départ, c'est bel et bien cette culture de la vulgarité. Et jusqu'ici, on ne l'a toujours pas compris. On n'a pas fait le lien entre le recours aux mots vulgaires et le comportement violent, alors qu'il y a un lien automatique. Pour l'avoir vécu durant ma jeunesse, pour l'avoir étudié en profondeur. Et je suis sûr que ceux d'entre vous qui ont grandi en banlieue HLM, maintenant qu'ils y réfléchissent, peuvent le confirmer. Et si ce n'est pas le cas, regardez ce petit extrait. Pourquoi tu m'as radié? Tu dormais? Et alors, fallait me réveiller? Puis ça aurait changé quoi? T'es avocat? T'es fou, monsieur dort toute la journée jusqu'à pas d'heure, il sait rien foutre, mis à part taper tout ce qu'il y a dans le frigo, pas de taf, pas d'école, tu nous fais le rappeur du coin, reste à ta place. Attends, j'ai pas compris là. Pourquoi tu racontes ta vie depuis tout à l'heure? Ça va, tous les deux. Il va aller en prison? Suleiman. Il va être placé en détention provisoire. Et donc il va aller en prison? Bon, tu peux le faire sortir quand? C'est pas moi qui m'occupe du dossier, j'ai mis quelqu'un sur le coup. Comment ça, c'est pas toi qui t'occupes du dossier? Parce que c'est pas moi qui m'occupe du dossier. Maître Ayadi est plus expérimenté. Mais elle s'en fout, pour elle, si j'ai un dossier de plus là. Mais elle sait ce qu'elle a à faire. Attends, toi, je comprends pas. T'es avocat, tu défends toute la planète, mais quand ton propre frère il a des problèmes, t'es pas là à bouger ton cul. Comment ça, t'es pas là à bouger ton cul? Ouais, t'es pas là à bouger ton cul. Casse ta manche ou quoi? T'es fou ou quoi, toi? Tu parles à qui? De toute façon, je vais me barrer d'ici, moi. Eh ben, casse-toi, frère, on s'en bat les couilles. Y'a personne qui a besoin de toi ici. Voilà. Vous voyez qu'au sein même d'une famille, d'une fratrie en l'occurrence, cet extrait issu du film Banlieusard 3 du grand frère Kerry James nous montre les dégâts qu'occasionne le recours à la vulgarité. Même quand l'amour est présent, dès lors que la colère surgit et que l'on ne parvient pas à la verbaliser avec des mots émotionnels, mais plutôt avec de la violence verbale, elle déclenche une réaction tout aussi violente. Et ce problème, ce fléau, nous devons le regarder en face, le désigner comme tel. Après, Dieu merci, la fatalité n'est pas de ce monde. Il existe une possibilité de se soigner de ce fléau. Oui, il existe bel et bien un sérum à la culture de la vulgarité. Ce sérum n'est rien d'autre que le langage émotionnel. C'est en usant du langage émotionnel
en se montrant capable de mettre des mots sur les émotions que l'on ressent, que l'on éprouve, que l'on peut se montrer en capacité de résister au charme de la vulgarité. En l'occurrence, si on reprend l'exemple de la séquence vidéo que je viens de vous montrer, le grand frère aurait très bien pu dire à son petit frère « Écoute petit frère, je comprends que tu sois énervé, pour autant, je ne te donne pas le droit de me manquer de respect. Je suis au moins aussi chamboulé que toi. Et sache que j'ai fait tout ce qu'il y a en mon pouvoir pour permettre à notre frère de sortir le plus tôt possible de prison. N'en doute pas une seule seconde. » Voilà. Ça peut vous paraître anodin comme cela, mais croyez-moi que le recours au vocabulaire émotionnel pour exprimer des émotions, notamment des émotions négatives, a la vocation d'apaiser les tensions, permet de faire la distinction entre ce que l'on ressent et une attaque que notre interlocuteur pourrait ressentir comme telle. Il n'existe pas de meilleur remède pour lutter contre la vulgarité que le langage émotionnel. Mais à condition qu'on accepte de reconnaître l'existence de la maladie. Autrement dit, à condition que l'on sorte de cette glorification de la vulgarité. À condition qu'on la regarde telle qu'elle est. Elle n'est pas l'expression de notre authenticité. Elle est un fléau qui nous enferme dans cette maladie de l'autodestruction et qui, par conséquent, brûle nos destins, conditionne nos rapports humains à des rapports de tension. Et cette tension est dévastatrice, par exemple, au sein des couples. Si vous le souhaitez, je vous consacrerai une vidéo à vous expliquer en détail les répercussions dévastatrices de la vulgarité au sein de relations amoureuses. Il n'existe pas de plus puissant tue l'amour que la vulgarité. Au départ, elle prend des allures d'amusement. On se taquine de manière vulgaire devant une série, lorsqu'on joue. Et puis, subitement, au détour d'une irritation, au détour d'une dispute, elle se transforme en acte de violence. Elle se transforme en coup de couteau émotionnel. Ah, ça le bouffonne. Ah, t'es qu'un bouffon, toi. Vas-y, bouge de là, fils de... etc. Et on reçoit l'insulte, non pas simplement pour ce qu'elle est, une expression d'une colère. On la reçoit plutôt comme une découverte. Comme si le masque tombait. Comme si on voyait l'autre pour la première fois. Et on découvrait ce qu'il y a au fond de son cœur. Alors que dans bien des cas, il n'en est rien. C'est juste que la colère, dont la vulgarité est une des expressions, est une courte folie. Et par folie, il faut comprendre un élan qui prend le pouvoir sur notre libre arbitre et qui nous pousse à agir suivant nos bas instincts, suivant le mauvais penchant, suivant notre diable intérieur. Voilà les conséquences de la vulgarité. Retirer la culture de la vulgarité, qui n'est rien d'autre que la culture de l'impulsivité de la communauté afro-américaine ou afro-française, et vous allez vider les prisons de plus de la moitié des détenus. Combien de coups de sang qui ont débouché sur des actes de violence irrémédiables ont été déclenchés par une insulte, par un mot vulgaire? Combien? De vous à moi. On ne les compte plus. En guise de conclusion, je dirais que la vulgarité que nous vivons aujourd'hui comme l'expression de notre authenticité, comme une sorte de résidence principale, nous devons la voir pour ce qu'elle est, une prison. Et une prison endiablée. Et le seul moyen de s'en libérer, c'est en accédant, pas simplement à une prise de conscience, ce qui est déjà un premier pas, mais surtout à une maîtrise du langage, à commencer par le langage émotionnel, qui est vaste, précis, riche et émancipateur. Toutes les études le confirment. Moins l'on possède de mots, et notamment de mots émotionnels, plus on s'exprime par la violence, d'abord verbale, ensuite physique. On sait très bien que la violence chez les jeunes, c'est lié au niveau du vocabulaire. Un jeune qui n'a pas de mots, ça tape. Voilà. Et ce n'est qu'un exemple de diagnostic parmi des dizaines et des dizaines. Donc, à bas la vulgarité, voyons-la telle qu'elle est, un poison, et vive le sérum anti-vulgarité, le langage émotionnel. J'espère que cette vidéo a rencontré votre satisfaction. Si c'est le cas, n'hésitez pas non seulement à liker, mais également à commenter. En attendant, la prochaine. Noblesse oblige. Hey, you the fault.
c'est celui qui arrive à prendre en main son destin par son logos. Donc le logos, c'est l'outil qui vous permet la compréhension du monde qui vous entoure. Celles et ceux parmi vous qui pensaient que j'essayais à corps et à cri de vous évoquer le logos uniquement pour vous vendre ma formation, j'espère que maintenant vous comprenez que vous faites fausse route. Si je parle du logos avec autant d'intensité, c'est parce que moi-même j'ai découvert son pouvoir. Après être passé par fleur hémorragiste, j'ai découvert le pouvoir des mots, mais surtout sur les bords de l'université de la Sorbonne, j'ai découvert le véritable pouvoir de l'être humain. Son logos. Afro Noblesse.